revenir sur l'idée de gestion participative et de participation du public, sur laquelle on a déjà beaucoup parlé hier, entre autres dans les questions d'introduction, ça m'a fait plaisir. Cette notion de gestion participative et d'intégration des populations dans les processus de décision n'est pas nouvelle. Pour ma part, j'ai la chance de travailler depuis plus de 15 années en Afrique, et sur le continent africain, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles. Les conflits se gèrent, se discutent au niveau des communautés sous l'arbre à palabre, et c'est des choses qui continuent à exister et qui ont disparu malheureusement souvent dans nos sites urbains. D'autre part, c'est des notions qui sont très présentes aujourd'hui dans la littérature scientifique. Le monde anglo-saxon depuis 20-30 ans met en avant la nécessité pour les professionnels du patrimoine de travailler avec les populations. Donc il y a des très bons textes là-dessus, entre autres des Australiens, des Anglais qui ont travaillé là-dessus. Et de plus en plus, le monde entier dit aujourd'hui qu'il ne peut pas faire autrement. Donc par cette présentation, je vais essayer de voir quel intérêt on peut avoir à faire participer les gens, comment est-ce que l'on s'y prend de manière pragmatique, qui sont ces gens que l'on va intégrer dans les processus de décision et qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire pour Constantine. Alors hier déjà, notre ami d'Italie a listé toutes les normes, les chartes, etc. qui rappellent la nécessité de renforcer ça, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais l'intérêt principal de travailler avec un grand panel de gens comme nous, professionnels, c'est déjà de gagner en efficacité. Lorsque l'on agit seul, lorsqu'on réfléchit à des solutions de manière isolée dans un bureau, on va se confronter à des conflits sur le terrain ensuite qui ne nous permettront pas d'atteindre nos objectifs. Donc on est beaucoup plus efficace lorsque l'on s'entoure d'un large panel de personnes et lorsque l'on s'entoure principalement des bénéficiaires directs de notre action, qui sont les habitants, qui sont les usagers, qui sont les commerçants, etc., qui habitent sur les sites dans lesquels on travaille. En même temps, le fait de travailler avec d'autres personnes permet de comprendre les intérêts et les objectifs de chacun. Nous, professionnels ou architectes, par exemple, on a nos propres intérêts. Même si je prenais 3 architectes de cette salle, on visitait une rue, on allait visiter une rue de la Médina, on aurait chacun une vision différente et des propositions différentes à faire. Donc il est important de regrouper toutes les personnes et de voir à quelle image on est. Le second intérêt, c'est de partager les responsabilités. Lorsqu'on voit des images terribles comme ce que l'on a vu hier sur Alger, sur Constantine, des patrimoines très très dégradés, qui c'est qui se fait taper au comptoir des bars, qui c'est qui se fait taper dans les journaux? C'est les décideurs, c'est les walis, c'est les architectes en charge, etc. Et le fait de travailler avec d'autres personnes, on dilue comme ça cette responsabilité sur un plus grand ensemble de gens. Et lorsqu'on a travaillé de manière sérieuse et participative sur tout un processus, chacun ensuite se sent en partie responsable. Et c'est beaucoup plus facile de gérer ensuite un patrimoine que d'essayer de sortir de nouveaux textes de loi ou des mesures coercitives qui vont forcer les gens à faire des choses. Un autre intérêt qui est assez clair, c'est que cela permet d'aller dans la même direction. Les intérêts sont très divergents sur un site urbain. Les sites urbains sont des sites très complexes. On a des intérêts très complexes, des gens qui sont là pour faire de l'argent, il y a des gens qui sont là pour dormir, il y a des gens qui sont là pour entretenir le patrimoine. Et chacun, lorsque l'on rassemble ces gens-là, on se rend compte au départ qu'ils ont chacun leur vision différente. Si vous leur demandez comment vous imaginez Constantine dans 15 ans, chacun vous donnera une autre vision des choses, certains avec des intérêts collectifs, ils voient l'avenir pour leurs enfants, d'autres avec des intérêts très personnels, ils vont dire ma maison fera 3 étages de plus, je serai beaucoup plus riche, etc. Donc le fait de travailler ensemble et d'arriver à aller dans la même direction permet de trouver certains équilibres entre tradition, modernité, intérêt personnel et intérêt commun. Aujourd'hui, si vous cherchez des financements, d'ailleurs, vous alliez à l'Union européenne ou des agences des Nations Unies, c'est une exigence. Vous ne pouvez plus proposer un projet sans mettre en avant les intérêts sociaux qui portera pour la personne. C'est un peu flou. Pour rentrer dans des études de cas un peu plus concrètes, je vais vous montrer 2 exemples de 2 sites qui m'intéressaient parce qu'ils sont relativement proches de Constantine. Ce tissu, c'est la vieille ville de Mombasa au Kenya. La taille et la morphologie urbaine est à peu près la même que celle du rocher, avec les mêmes problèmes de maisons en mauvais état,
avec des éléments très forts du patrimoine, comme un fort portugais et des sites historiques aussi qui sont très importants. Et aussi, lorsqu'on a commencé à travailler là-bas en 2003, un fossé énorme. Pardon. C'est le micro qui est tombé. Une autre similarité peut-être avec Constantine, c'est un fossé énorme entre les gestionnaires du patrimoine et les habitants. Lorsqu'on a commencé à travailler en 2003, les musées, le gouvernement considéraient les populations comme des destructeurs et la population considérait les gestionnaires comme des bandits voleurs incapables qui font rien depuis 15 ans. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve dans beaucoup de sites du monde entier. Alors le processus qui a été entrepris, c'est de faire non pas tout de suite un plan de gestion à l'échelle de la ville, mais de faire des tout petits plans de gestion pour des éléments particuliers. On a commencé à faire un plan de gestion pour le fort portugais, un plan de gestion pour une maison historique très importante, un plan de gestion pour un parc qui est en dehors de la ville, mais qui est aussi un élément qui était en danger parce qu'il était menacé d'urbanisation. Aujourd'hui, on est arrivé à un plan de gestion plus des circulations et on commence à aborder l'échelle urbaine dans sa totalité. Et au bout de 6 ans, il est intéressant de revoir la vision qui avait été proposée entre autres en 2003 pour le site et pour la maison qui était en ruine. Et la vision des parties prenantes à l'époque, c'était de créer des emplois pour la population, de rendre la ville plus agréable pour tout le monde, y compris les enfants, et aussi les visiteurs, et de faire que le site soit mieux conservé. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs emplois qui ont été créés. Il y a des jeunes qui ne faisaient rien, qui aujourd'hui organisent des tours de bateau pour les visiteurs. Dans ce bâtiment-là, entre autres, il y a des associations de femmes qui gèrent un bar, un café. Dans ce bâtiment-là, il y a 7 ou 8 usages différents. Il y a des gestionnaires de patrimoine qui sont en haut. Ça, ce sont des chambres de location, par exemple, qui permettent de générer de l'argent pour les gestionnaires. Ici, il y a un musée, ici, il y a des salles de réunion, etc. Et tous ces usages ont été proposés par les parties prenantes. Excusez-moi. Une autre étude de cas qui peut aussi nous intéresser par rapport à Constantine, c'est le site d'Aït Ben Haddou au Maroc, un site emblématique du patrimoine mondial, avec un tissu ancien qui est en grande partie abandonné, il y a 10 familles qui habitent là, mais juste à côté, une ville nouvelle qui se développe relativement rapidement, et donc on a ce même lien entre tissu habité et tissu abandonné. Ce qui est très intéressant quand on a commencé le processus participatif à Aït Ben Haddou, c'est qu'il n'y avait rien eu de fait sur le site de manière physique, il n'y avait rien à montrer sur les 20 dernières années. Et par contre, il y avait une étagère entière d'environ 2 mètres carrés de rapports d'experts de l'UNESCO, de plein de gens qui étaient passés, en moyenne à peu près 2 personnes qui étaient passées par an, payées soit par l'UNESCO, par l'ambassade de France, par le ministère de la Culture, pour faire des propositions. Donc, avant de commencer le processus, on a tout relu dans l'ordre chronologique, et on s'est rendu compte que chaque expert a repris plus ou moins le rapport du précédent expert, en changeant un peu les conclusions, ou alors en disant que ce qui avait été dit avant est faux, il faut faire comme moi je dis. Mais à chaque fois, on se rend compte que ça n'aboutissait à rien. Donc les problèmes étaient très bien connus, mais les solutions ne fonctionnaient pas. Donc ce que l'on a fait, la première chose, c'est d'identifier quelles sont ces personnes avec qui on peut travailler. Dans ce cas-là, on avait quasiment 70 personnes, des parties prenantes, qui sont des habitants, qui sont les représentants des différents organismes de l'État, qui sont payés pour gérer le patrimoine, mais aussi les gens de l'eau, de l'électricité, du téléphone, la police, les professeurs d'école, etc. Et donc on a mis tous ces gens ensemble pour travailler pendant plus d'1 an. Un processus participatif, c'est un processus qui est toujours très lent, parce qu'il faut que les gens changent leur mentalité, il faut que chacun accepte. Moi j'accepte l'architecte que certains éléments ne seront pas exactement comme moi je les envisage, et puis d'autres personnes vont accepter faire d'autres concessions. Donc, en gros, sur cette année, il y a eu 4 gros ateliers de travail espacés d'environ 2-3 mois chacun. Donc, le premier atelier, en général, ce que l'on fait, c'est que l'on sépare les groupes en petits sous-groupes de 10-15 personnes. Et on leur demande de faire état des lieux de la situation actuelle du site, ce qu'ils voient comme chose positive, quelles sont les forces de mon site, quelles sont les faiblesses, les opportunités éventuellement. Et ensuite, d'élaborer une vision pour l'avenir. Par rapport au rocher, comment on imagine le rocher en 2015, en 2020. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à la fin de la journée, chaque groupe a une vision très très différente. Il y a des idées complètement délirantes, il y a des idées très très justes et très pertinentes, et
et on prend les meilleures idées de chacun de ces groupes, on les met ensemble, et on se dit, en tant que collectif de 60-70 personnes, c'est à ça que l'on va aboutir. Et ensuite, les réunions suivantes servent à tracer le chemin pour aboutir à cette vision. Qui va être responsable de quoi? Qui va faire quoi? Comment est-ce que l'on peut rassembler les énergies pour arriver ensemble à un résultat qui soit le plus élaboré possible? Et ce qui est intéressant, ce qui sort en général de ces processus participatifs, c'est la création d'un comité de gestion. Donc on ne peut pas demander à vitam aeternam à ces 70 personnes de se réunir tous les mois. En général, il y a des éléments moteurs de la communauté, 10 à 15 personnes qui ensuite se réunissent tous les 3 mois pour suivre le processus. On a décidé qu'on allait faire ça. Qu'est-ce qu'on a pris? Est-ce qu'on a pris du retard sur certains points? Est-ce qu'on avance sur certains autres? Et qu'est-ce qui fait que ça marche ou ça ne marche pas? Donc actuellement, au Maroc, tous les 3 mois, ils se réunissent pour poursuivre ce processus-là. Alors, la participation se fait à tous les niveaux. Hier, j'ai entendu dire en France que tout marche bien, donc apparemment sur les HLM, on a vu qu'il y a des choses très fortes qui sont faites pour suivre les habitants. Mais je vous assure que dans beaucoup de sites, la participation, c'est une plaisanterie. On nous invite dans des réunions publiques, on nous montre de très belles images, des présentations animées en 3D, etc. Mais le projet est déjà ficelé. Et puis là, on dit, ensuite dans les documents, on a fait une réunion publique, les gens étaient informés, personne n'a rien dit, donc c'est bon, on peut continuer. C'est pas un processus participatif. C'est déjà, il faut aider les gens à s'approprier ce processus. Dans un village africain qui le fait depuis 1000 ans, ça marche bien. Dans une ville, ça ne marche pas. Il faut aller voir les gens un par un quand on a la liste, leur expliquer ce que l'on veut faire, leur dire que l'atelier, ce sera un atelier où chacun va pouvoir contribuer, on va les écouter, éventuellement on va leur offrir un repas, que ce sera festif et que ce ne sera pas simplement une relation comme on a maintenant, moi je m'amuse et vous vous ennuyez à mes côtés. Donc c'est quelque chose de différent. Ensuite, on fait avec eux le diagnostic, on regarde quelles sont les valeurs qui portent à leur patrimoine, quelle est la vision qu'ils veulent pour l'avenir et comment on peut aboutir à cette vision. L'objectif, c'est vraiment d'écouter la ville. Les occupants et les usagers des villes ont énormément de choses à dire, ils ont des idées qui sont souvent inattendues à suggérer. Et ce qui est intéressant lorsque l'on passe par ce processus qui est un peu difficile, c'est que ça nous facilite finalement à terme notre travail. Si je suis architecte, on me demande de faire un master plan pour Constantine. Si je dois travailler de manière isolée avec mes collègues dans un bureau, je suis face à ma page blanche. Si au contraire je passe par 2-3 mois de concertation, la page blanche elle a disparu. Les idées sont toutes sur le papier, manuscrites par les parties prenantes, par les habitants. J'ai des tableaux entiers remplis d'idées. J'ai plus qu'à formaliser ça. Donc ce ne sont pas mes idées à moi qui sont sur le papier, mais bien les leurs. Alors les personnes qu'il faut impliquer, bien sûr, sont les personnes qui ont un lien d'usage, donc les commerçants, les habitants, les écoliers, etc., qui utilisent le site, éventuellement les groupes religieux aussi, qui peuvent avoir une importance. Un lien professionnel, donc tous ceux qui sont payés comme nous pour agir, et puis éventuellement d'autres personnes, des universitaires, des UNESCO par exemple, mais ce n'est pas eux qui vont faire le travail à votre place. Il ne faut pas oublier aussi les populations qu'on a tendance à laisser de côté, comme les enfants, les femmes, etc. J'ai essayé un jour, pour m'amuser, en dehors des activités professionnelles, de faire un plan de gestion dans mon village. Je suis dans un village du XIVe siècle, donc qui est très beau, il y a un château, etc., des vieilles pierres partout. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un plan de gestion avec les professeurs, en me disant, donc on a fait un exercice, on a demandé aux étudiants, aux élèves de 9-10 ans, de lister ce qu'ils aiment, de lister ce qu'ils n'aiment pas, de représenter ça sous forme de dessin, et de se projeter dans l'avenir, de faire des propositions. Alors je ne m'attendais pas à grand chose, je m'attendais à une liste de mettez-moi un toboggan, un tourniquet, des balançoires, et rien de tout ça n'est apparu. Les enfants simplement dit, il faut enlever les voitures d'un certain périmètre. On est déjà dans un château, dans un lieu qui est beaucoup plus joli que Disneyland, il n'y a rien à rajouter. Laissez-nous faire du vélo dans cet endroit-là. Et là où ils nous ont vraiment tous bluffés, ils ont demandé des arbres et par exemple des bancs. On leur a dit, mais vous avez plein d'énergie pour toute la journée, qu'est-ce que vous allez faire avec les bancs? Ils nous ont dit non, mais c'est nos parents, quand ils arrivent, ils rentrent dans la maison, ils ne parlent pas avec le voisin. Et donc là, vraiment, on a été surpris par les idées des enfants. Donc, ils ont déjà une échelle de vision qui est différente, de perception qui est différente de la nôtre. Donc on oublie qu'on est des anciens enfants. Et en même temps, ils ont des idées qui sont parfois très surprenantes.
Alors pour Constantine, juste pour terminer, je pense qu'il ne faut pas essayer d'agir au niveau de la ville tout entière, mais essayer de commencer tout petit, de manière humble, avec une ou deux maisons. Essayer de faire ce processus participatif avec une ou deux maisons au départ, évaluer l'efficacité, donc mettre en œuvre des travaux, voir sur chaque maison quel mécanisme on peut trouver pour que les gens restent à l'intérieur. Et puis ensuite, en fonction de ça, faire le bilan des échecs et des réussites et continuer, ensuite 3 maisons, 5 maisons. Et comme ça, c'est seulement peut-être dans 6-7 ans qu'on travaillera à grande échelle. Donc pour conclure, il faut savoir que c'est un travail qui est douloureux au départ. Quand on arrive pour faire ce processus, beaucoup de gens se font taper au départ. Les premières réunions sont très difficiles. Avec Benadou, les gens ne voulaient pas m'écouter. Tu es encore un expert, tu vas encore nous raconter ce qu'il faut faire, on ne veut pas ça. Mais après 2-3 réunions, le respect général arrive et la collaboration fonctionne. Alors, juste les 2 dernières. Alors, une gestion non participative va aboutir à une gestion froide et technique avec l'âme du site qui va disparaître, avec un gouffre qui continue de se creuser entre les usagers et les administrateurs, et puis des résultats très limités, alors qu'une gestion participative et réellement participative à toutes les échelles permet à la communauté de se renforcer, de renforcer les projets, de mieux respecter le patrimoine, de mieux le comprendre. Ça renforce aussi l'esprit et l'ambiance des lieux, parce que les gens apprennent à se connaître, on se croise dans la rue, on se connaît, on sait qui est l'autre, et pourquoi il dit par rapport au patrimoine, etc. Et ça légitime aussi l'autorité pour répondre à la question d'une personne hier qui disait mais quel intérêt peut avoir le Wali, quel intérêt peut avoir les politiques de mener ça. C'est sûr que les politiques se font taper au début, mais après, ils gagnent en respect et ils ont beaucoup plus de choses à montrer en termes de résultats techniques. Merci.